Bonjour, je m'appelle Dominique Moulon, je suis critique d'art, commissaire d'exposition. J'ai étudié l'art dans une école d'art à Bourges, la théorie à l'université Paris 8 et tardivement Paris 1 où j'ai fini avec une thèse en Sorbonne. Et puis entre-temps, j'ai eu beaucoup d'activités, notamment l'enseignement des technologies créatives. Et tout ça fait une sorte de mélange que finalement, à chaque fois que j'accède à une œuvre, elle peut me servir ici et là et me resservir idéalement. C'est difficile de répondre à quelques questions que ce soit quant aux arts numériques dans la mesure où il faut bien le définir et qu'il y a autant de personnes que de définitions. Moi, j'ai envie de dire que sans remonter à la Grèce antique, on peut facilement remonter aux années 60 où il y a des rapprochements entre des ingénieurs et des artistes et aussi des artistes qui pratiquent la performance audiovisuelle avec des technologies. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Mais ça donne déjà deux champs. Le champ qui est très technologie créative, ingénieur, et le champ spectacle vivant. Dans les années 70, il y aura beaucoup de codes. On en a la réémergence aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'art génératif. Et puis sur le marché de l'art, on voit aussi de plus en plus de tirages de Plotter Druid des années 60. Avec les années, des années 70, pardon. Avec les années 80, on a le fameux personal computer. Et moi, je considère que une pratique est intéressante quand elle se démocratise. Et on est issu de finalement ça, tous avec nos personal computers, y compris dans nos poches. Avec les années 90, l'art numérique va se rapprocher un petit peu de l'art vidéo, avec la black box, avec des grandes images, avec de l'interaction. Et on se rend compte aussi que art vidéo, art numérique, souvent, vont et viennent, se retrouvent, se séparent. Avec les années 2000, il se passera quelque chose d'essentiel, c'est lié à l'Internet, qui a émergé avant, mais encore une fois, qui va se démocratiser, et ça change tout. Et il y a un mouvement qui, pour moi, est essentiel, et on en a encore les traces, qu'est-ce qu'on a appelé l'art post-Internet, Internet, auquel je suis assez attaché, et on en reparlera certainement quand on parlera de marché. Et puis avec les années 2010, à bas bruit, il y a eu l'intelligence artificielle qui a réémergé parce que ça fait 60 ans qu'on l'attend tout doucement, cette IA, et la blockchain qui va générer un autre marché, presque un peu parallèle, les NFT. Tout ça est en train de se rejoindre actuellement. Finalement, j'ai pas réussi à donner une définition, je n'ai fait que apporter de l'eau au moulin qui disait tout à l'heure que c'est compliqué, c'est tout ça. Alors, les lieux, bah, c'est pareil, ils sont divers. Notamment, on va dire qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme art numérique avec le spectacle vivant, avec toutes ces technologies qui, sur scène, d'images, de sons, de captation, d'interaction, permettent des formes qui n'existaient pas avant l'usage de ces technologies. Et là, on est dans un contexte de spectacle vivant avec des montages économiques qui sont ceux du spectacle vivant. Après, on a clairement le White Cube dans lequel la galerie d'art contemporain, les murs blancs, le parquet, on a finalement des émergences d'œuvres dont les idées et les formes sont nées sur Internet, mais que l'on voit prototypés 3D, tirés sur les murs, dans un contexte d'art contemporain et de marché de l'art et de foire, par exemple. Et puis on a évidemment les plateformes, là on y reviendra, il y en a plusieurs à l'international, il y en a aussi en France, là on est chez Danae qui nous accueille avec une expo de Fred Forrest qui a justement toujours été un petit peu entre art social, technologique, etc. Donc les plateformes jouent un rôle, et je dirais pour terminer de répondre à cette question, que encore une fois, je pense qu'on est à la jonction entre Black Box, donc les pratiques très numériques, Whitecube, où ça se voit moins, mais il y en a tout autant, en ligne, lors d'événements, et puis j'ai même envie de dire aussi que on peut aller sur des territoires qui sont ceux des industries créatives, avec une approche de l'art ou de la créativité qui est assez différente, mais finalement qui peuvent se revendiquer aussi des arts numériques avec des modèles économiques qui sont encore autres, puisque là il s'agit de vendre des tickets. Donc on se rend compte que, encore une fois, c'est extrêmement vaste et en effet, ça va du virtuel au réel, des œuvres physiques, des œuvres en livre, immatérielles, et dans divers types de lieux avec des temporalités extrêmement différentes. J'oublie un événement très important qui est le festival, puisqu'on peut considérer que les arts numériques, notamment en France, ont quasiment émergé des festivals. Sur cette part d'événements à courte temporalité qu'est le festival, moi j'ai eu la chance, quand je suis arrivé de ma ville du centre Bourges à Paris, d'être à Paris 8, et à ce moment-là, c'était
il y avait une biennale qui a marqué son temps, qui s'appelait la Biennale Artifice. Bon, c'est de l'histoire, mais c'est arrivé, c'est important. Il y a des catalogues qui existent encore, qui sont magnifiques. Et à cette époque-là, c'est dans les années 90, il y a eu l'émergence de festivals. Alors, on a la chance en France de vivre dans un pays où il y a des financements publics, même s'il n'y en a jamais assez et même s'ils vont s'amoindrissant. Ça a aidé, on va dire, un certain nombre de pratiques numériques d'émerger sur des durées courtes où on se pose pas la question de la pérennité ou de l'achat, où on est plutôt sur des modes, en effet, de financement d'un événement avec location de l'œuvre qui a été produite, coproduite et qui permet de circuler dans des festivals. Alors, en France, il y en a eu un autre, puis un autre, puis un autre, puis ils ont disparu, il y en a d'autres qui sont arrivés, et puis on en a vu, moi, j'ai souvenir d'avoir été beaucoup en Allemagne, en Hollande, mais aussi en Espagne. Parfois, c'est teinté de musique électronique, parfois c'est teinté de politique, d'activisme, d'open source. Il y a différents teintes. Et puis on ne peut pas évoquer les festivals d'art numérique sans évoquer le doyen, qui est Ars Electronica. On compte plus les années, c'est en décennies, et qui, encore une fois, tous les ans, a une nouvelle proposition de festival sur une durée courte. Donc c'est vrai que le festival, quand on parle d'art numérique, notamment en France, c'est impossible de le dissocier de son lieu d'émergence que sont les festivals, même si j'expliquais tout à l'heure que dans les années 60, 70, 80, il s'est passé d'autres choses. Et encore une fois, il y a quantité de lieux. Fort heureusement, il y a des gens qui arrivent à passer d'un lieu à l'autre, mais souvent ce sont des communautés qui parfois même sont assez fermées. Je prendrai comme exemple de la communauté relativement repliée sur elle-même, c'est pas forcément un défaut, ce sont des gens passionnés, c'est celle du NFT où souvent les gens ont un langage, des pseudonymes, si on passe pas un temps infernal sur un certain nombre de médias sociaux qui sont Discord, X, etc., c'est très difficile de suivre une conversation, donc d'exister dans cet écosystème. Et à l'inverse de ça, je dirais, il y a dans les foires d'art contemporain, les foires de pratiques artistiques incluant la photographie. Dans Paris Photo, par exemple, il y a eu 2 ans avec une programmation de Nina Meyers, qui est une galeriste suisse, qui a assemblé plusieurs galeries sur ces pratiques numériques assez proches des NFT. Et en même temps, il y a eu d'autres événements comme Unrepresented, qui suit Approche avec des galeries plutôt photo, Unrepresented avec des artistes sans galerie, et le tout dernier était strictement en ligne, à l'intérieur de Spatial en 3D temps réel, qui renvoie finalement à ce qui s'est passé dans les années 2000 avec Second Life, c'est une sorte de deuxième ou troisième génération. Donc finalement, il y a la 3D temps réel en mode un peu gaming, qui permet de rencontrer des gens et aussi c'était intéressant d'inviter des gens qui n'étaient pas de ce milieu-là. Il y a les plateformes, il y a les galeries, il y a évidemment les foires. Il y a eu des foires. Moi, j'ai été une année ou deux à une Painted, j'ai été directeur artistique en Allemagne. Munich, j'étais directeur artistique d'une foire qui s'appelait Show Off, qu'on a rebaptisé après Variation, pendant quelques années. Il y a des tentatives, il y a toujours eu des foires, mais c'est plus facile finalement, comme l'avait fait il y a déjà facilement 15-20 ans, dans une foire en Espagne, je crois que c'est Barcelone, de mettre des zones numériques dans une foire plutôt que d'essayer de faire une foire en soi numérique, parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de galeries. Et d'ailleurs, là, dans mon champ, il y a les gens d'Anaé. On sera bientôt à Art Dubaï avec un stand au même titre que je les ai retrouvés avec d'autres plateformes récemment, Art Basel. En fait, on est justement à cette espèce de jonction comme ça où aujourd'hui, je trouve plus que jamais, mais c'est lié à Internet, à l'époque qu'on vit, tout ça circule énormément. Bonjour, je m'appelle Dominique Moulon, je suis critique d'art, commissaire d'exposition, ministre de la Culture, Rachida Dati, qui récemment, pendant le sommet, justement, disait le droit d'auteur, je sais pas combien, il a quasiment un siècle, enfin, c'est énorme, hein, en termes d'historique, il en a vu d'autres, il en verra d'autres. Moi, j'ai un point de vue qui n'est pas un point de vue de juriste ou d'expert en droit d'auteur. Moi, ce que je me dis, c'est que l'histoire de l'art, elle est faite d'emprunts. Dans l'histoire de l'art, on n'aime pas forcément les copies, sauf quand c'est affirmé comme copie. En revanche, on sait qu'il n'y a pas d'art sans inspiration. Tous les artistes, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ceux du prix et celles du prix Marcel Duchamp, ils se sont formés aussi en allant au Louvre. Donc, moi, je trouve que
c'est assez complexe quand on considère qu'on apprend à un algorithme avec une grande quantité de données à reconnaître puis à faire. C'est pas parce qu'il y a des images d'un grand nombre d'artistes que ça en fait défaut. Donc pour moi, l'IA, de mon point de vue, et tout dépend comment on fait le dataset, la base de données qui permet d'entraîner l'IA à faire ça, il est évident, The Next From Brand, qui est aussi une opération marketing organisée par une banque, une société de tech, c'était inventé le Rembrandt après. Là, on pourrait penser qu'on pourrait faire des faux. Et en même temps, le plus grand faussaire, c'était le faussaire de Vermeer, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'avait pas besoin d'IA pour faire des faux qui étaient plus vrais que les vrais. Donc, elle est très complexe, cette question du droit d'auteur qui nous fait évoquer la question de l'inspiration, la question de la citation, la question de la copie, qui sont centrales à la question de droit d'auteur, de quelque manière qu'on l'aborde. Ça me renvoie un petit peu au pop art, où je suis pas sûr qu'Andy Warhol ait demandé à Campbell le droit de reproduire ses boîtes, ou à Marilyn Monroe possiblement, ou à Mao Tse-tung, j'en doute. Et là, on parle pas droit d'auteur, mais droit à l'image. Mais c'est assez proche tout ça. Et finalement, s'il y a un lieu dans lequel je crois qu'on peut tous permettre, où l'erreur est acceptée, et même elle fait œuvre, où l'appropriation du champ, où on peut se permettre de s'amuser avec ces questions, je pense que c'est bien l'art. Je pense qu'il faut faire attention, en effet, peut-être un petit peu plus dans des disciplines, comme la photographie, l'illustration l'industrie. Mais dans l'art, si on nous enlève la possibilité, nous, et les machines comprises, j'ai envie de dire, de s'inspirer, ça va être compliqué puisqu'on a toujours fonctionné comme ça. C'est un point de vue très personnel. En effet, si on fait sa première image avec une des IA parmi les plus visibles, je citais tout à l'heure Midjourney, on pourrait citer Dali et Stable Diffusion et quantité d'autres. À un moment donné, je pense qu'on pouvait quasiment reconnaître Stable. Peut-être Dali au début, ou Midjourney par rapport à des choses qui étaient possibles et qui n'étaient pas possibles avec d'autres. Aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile, premièrement. En effet, elle formate. Et moi, ça m'intéresse. Notamment dans le monde open source, il y a beaucoup de gens qui ont dit à un moment donné je n'aime pas les outils copyrightés, comme compris Photoshop à l'époque, parce que ça nous formate, alors que des outils comme Processing qui sont open source ne formatent pas. De mon point de vue, c'est complètement faux. Une œuvre faite avec Processing, souvent, ça se reconnaît à 50 mètres, parce qu'il y a il y a les réseaux de grilles, il y a les répétitions, il y a un certain nombre de choses. Donc, je pense que toutes les technos, toutes les innovations ont une influence esthétique. La technique a une influence esthétique sur l'œuvre. La technique a une influence sur la forme. Donc pourquoi les IA finalement passeraient outre? Il y a parfois un côté un petit peu trop belle image, mais ça c'est parce que sans doute qu'elles sont pensées pour nous satisfaire du premier coup, au même titre qu'à un moment donné il y avait des appareils photo où avec ça ne prenait que les images où on souriait. Enfin, il y a une quantité de folie comme ça et il y en aura encore plus demain et justement grâce à l'IA. Et moi ce que je trouve intéressant c'est que les artistes se sont beaucoup joués des incapacités de l'IA à, par exemple, faire des mains. Donc, il y a plein d'artistes qui se sont amusés à faire des mains pour dire, regardez, il y en a 6, il y en a 4 des doigts. Et ça fait œuvre. Et maintenant, ça fait même archéologie des médias, puisque maintenant, les IA savent faire 5 mains, 5 doigts, pardon, par main. Donc, tout ça, ça date aussi. Et je pense qu'une œuvre d'IA, c'est pour ça que là, quand j'ai présenté les œuvres que j'ai présentées 2021, 22, 23, 24, 25, j'ai insisté beaucoup sur les dates, parce qu'une œuvre d'IA, une œuvre du siècle dernier, de ce siècle, on peut pas les comparer. D'il y a 10 ans ou d'aujourd'hui, on peut pas les comparer. Bah, d'il y a un an ou aujourd'hui, on peut pas les comparer non plus. Et je crois beaucoup aux artistes, quand bien même elles formatent, pour justement sortir du format, tordre, on parle de circuit bending dans une autre monde d'art numérique, tordre ces IA pour en obtenir justement l'inverse que ce pourquoi elles ont été conçues. Alors, sur la part réaliste de certaines IA, pas toutes justement, il y en a qui sont faites pour ne pas faire des choses réalistes, et elles sont intéressantes et évidemment aussi. Ça questionne, évidemment là on touche au réel, à ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, ou j'y étais ou j'y étais pas, à la question du vrai, du faux, mais en même temps c'est quand même intéressant de rappeler qu'avec la photographie, avec l'émergence de la photographie, au plus près de Niepce et Daguerre, il y a la mise en scène,
Dans les images de guerre, la mise en scène, elle est énorme. Dans l'image et le politique, moi j'ai il y a longtemps vu une expo qui était sur la relecture de l'histoire par l'URSS et le photomontage qui sur la place Rouge faisait disparaître et réapparaître les militaires. Donc j'ai envie de dire, qui croit encore que la photographie c'est le réel pour des questions de mise en scène, cadre, et même, quand bien même elle soit vraie, parfois, simplement, la légende, on peut lui faire dire autre chose. Donc, je ne crois pas un instant aujourd'hui, et peut-être grâce à l'IA, encore moins, je crois encore moins que la photographie, c'est le réel. Ça ne l'a jamais été. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se replonger sur les 10 premières années de la photographie, où, avec les poses longues, la mer est plate. Ben, la mer est pas plate. Rien que ça, c'est Gray, je crois. Donc, je trouve très intéressant cette relation au réel. Aujourd'hui, on voudrait opposer l'IA qui serait faux et la photographie qui serait vraie. Si c'était si facile, on ne serait pas en train de parler ensemble. Et je pense que c'est en effet beaucoup plus compliqué. En effet, ça demande une éducation à l'image, de revoir notre relation au réel au travers de l'image, de revoir notre relation aux images. Je dirais que c'est jamais qu'une couche supplémentaire sur notre rapport au réel au travers de ce qui le documente. Bonjour, je m'appelle Dominique Moulon, je suis critique d'art, commissaire d'exposition. J'aime bien le terme crypto art et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui le préfèrent à NFT. NFT, Non-Fungible Token, finalement définit un contrat, un certificat d'authenticité qui est attaché à l'œuvre, qui peut être physique ou virtuel, dans la blockchain ou simplement en ligne. Alors que crypto art, ça nous renvoie plutôt au net art, c'est-à-dire l'association, la création d'une forme ou d'une tendance artistique qui finalement dépendrait du lieu de son émergence. Le net art, en général, on l'associe plutôt à l'émergence du web. Il y en a avant, il y en a après, il y en a aussi, il y a aussi des formes d'art et de médias sociaux. Mais on va dire que le net art, pour moi, c'est vraiment beaucoup l'émergence du web dans sa première version. Et on définissait par sa relation à l'Internet, mais aussi par le fait que c'était sur Internet. Et bien là, c'est dans la blockchain, ou en tout cas, il y a au moins le certificat, si ce n'est pas l'œuvre, c'est plus rare, mais ça existe aussi, ce qu'on appelle le on-chain. J'aime ce terme de crypto parce que ça définit pas ce qu'est l'œuvre, mais ça définit l'œuvre par le lieu de son émergence et qui nous renvoie au land art, qui est une forme artistique qui était dans le paysage et en général éloignée du marché de l'art. Et d'ailleurs, on pourrait faire encore un parallèle entre le land art, le net art et le crypto art que je trouve intéressant, c'est que le crypto art, les plateformes NFT, au départ, on a presque l'impression que c'est une volonté comme le net art, comme le land art, d'avoir voulu créer une sorte de lieu d'art et de marché, surtout pour les cryptos, mais c'était vrai aussi avec les autres, d'aller ailleurs. Et on est toujours rattrapé par le monde de marché de l'art contemporain, qui aujourd'hui commercialise les photos des œuvres qui ont disparu de land art. Avec le crypto, le Web 3, on regarde, on redécouvre ce qui s'est passé avec le Web 1 et même il y a des sites qui peut-être plus facilement vont se commercialiser, s'acheter aujourd'hui ou rentrer dans des collections parce que on a peur de passer à côté de quelque chose à côté de quoi on est passé finalement. Donc je trouve intéressant ces deux termes. Alors en effet, NFT, c'est pas crypto art. Crypto art, ça a le mérite d'être précis, de l'art qui est lié au Web 3, qui s'inscrit plus ou moins dans la blockchain. Donc ça a le mérite de cerner assez clairement. Alors que NFT, c'est beaucoup plus compliqué. NFT étant inévitablement lié à la blockchain, à une blockchain, le Bitcoin, ou une autre, l'Ethereum, ou une autre, le Tezos, ou d'autres, et il y en a beaucoup, et il y en a encore plein qui vont émerger. Tout ça va très vite. On parlait tout à l'heure de Ikennen qui
n'a plus véritablement d'existence, qui était une émergence assez intéressante puisque c'était lié à l'open source, une vision assez ouverte, associée à une monnaie qui est le Tezos, qui est connue pour mettre en vente des œuvres qui peuvent être à l'équivalent de 5 ou 10 euros. C'est pas du tout la même chose que ces grandes plateformes. OpenSea, qui est certainement la plus visible, qui est aussi beaucoup liée au second marché, c'est-à-dire où des œuvres ont été vendues sur une plateforme et après on les retrouve sur OpenSea. Il y a aussi Foundation, il y a aussi SuperRare, il y a aussi Rarible, il y en a énormément. Et puis aujourd'hui, chaque pays, chaque ville voit émerger ces plateformes. Certaines perdureront, d'autres, ça sera plus compliqué. Là, on est chez Danae, comme j'évoquais tout à l'heure. Il y en a une autre qui s'appelle la Collection en France. Il y a une forte profusion, mais comme d'habitude, c'est beaucoup lié à la Silicon Valley, ou en tout cas au moins aux États-Unis, parce qu'il y en a du côté du Texas. Je pense à Artblocks, qui est lié à un artiste, Snowflow. Elles ont beaucoup émergé quand même des États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a d'autres. Il faut quand même rappeler qu'elles sont liées beaucoup à une blockchain qui est Ethereum, qui, elle, a été créée par un Russe. Donc tout ça, finalement, est assez globalisation, a souvent des racines là où souvent ça se passe, mais pas que. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient aussi possible de diffuser de l'art en s'associant avec les grandes plateformes, mais avec une relative autonomie, sans nécessairement vouloir tout gérer à 100%. Après, il y a des choix qui sont très différents. On verra dans les années qui vont venir quels sont les choix qui auront été les plus... euh, les bons paris. Bonjour, je m'appelle Dominique Moulon, je suis critique d'art, commissaire d'exposition. Les NFT, tout ça a émergé en ligne avec des gens qui se connaissent souvent sous le nom de leur pseudo, qui savent plus ou moins où ils sont localisés, mais c'est même pas un vrai problème, c'est pas un sujet. L'idée du Web3, du crypto art, c'était d'éradiquer le secret en galerie. Combien vaut cette œuvre? Je regarde comment vous êtes habillé, je vous donne pas le prix. Alors que finalement, sur les plateformes, en général, on voit le prix de vente, le prix d'achat, de rachat, de rachat, de rachat. Donc, on veut nous dire que finalement, c'est une transparence absolue. Et puis, dans la réalité des faits, quand on voit qui achète, qui vend, si on n'est pas vraiment au fait de cette actualité, c'est-à-dire si on passe pas plus de 5 heures par nuit sur Internet, on comprend rien à ce qui se passe. Donc finalement, c'est aussi opaque que le monde de l'art contemporain qui a gardé une relative opacité. Ce sont des gens qui ont un même vocabulaire et qui se retrouvent sur les mêmes médias sociaux, souvent X, Discord et quelques autres, et des plateformes que j'ai nommées, il y en a d'autres, et qui n'ont pas besoin de se retrouver en vrai, dans la vie, dans un resto, pour s'appeler par son vrai prénom et se taper dans le dos. Et en même temps, finalement, ils ont besoin de ça. Mais ils n'ont pas appelé ça les foires d'art NFT. Je dis pas qu'il n'y en a pas. En général, c'est plutôt NFT Paris, NFT London, NFT New York, NFT Convention, NFT Summit, Lisbonne, etc., etc. Là, ça rapproche un petit peu des festivals d'art numérique où souvent, on ne s'est pas contenté de montrer des installations ou de faire des performances, mais aussi on a fait des conférences, on a invité le milieu universitaire, on a invité le milieu de l'innovation. J'ai pas l'habitude d'y aller, hein, mais j'y étais quand même quelques fois, notamment à NFT Paris. Et là, on se rend compte que finalement, c'est comme une foire d'art contemporain, mais il y a beaucoup moins d'art. Par contre, il y a de la tech, il y en a partout. On parle d'argent, mais il n'y en a pas toujours autant qu'on l'imagine. Mais ça fait partie du vocabulaire. Et on est content de se rencontrer aussi. Et il y a toujours un cocktail en fin d'après-midi aussi, comme à Venise, comme à Bâle. Je dirais que c'est le point commun. C'est que finalement, on retrouve ce besoin qu'ont les gens de se côtoyer, de se parler, se toucher presque. Et ça, je trouve, c'est assez rassurant par rapport à ce milieu qui pourrait effrayer du fait qu'on ne sait pas bien ce qui se passe, quand, comment, pourquoi. Finalement, ils ont leurs événements. En revanche, moi, ça me rappelle plus le temps que je passais à l'Apple Expo que le temps que je passe à la FIAC ou à Art Basel aujourd'hui, puisque c'est devenu Art Basel. Dans la sphère NFT, souvent on pose la question de œuvre physique ou œuvre virtuelle, en plateforme ou dans une foire. Et finalement, on se rend compte que, considérant que les NFT, pour l'essentiel, ne sont jamais que des certificats d'authenticité
associées à une œuvre, hormis celles qui sont vraiment dans la blockchain, où en général c'est du code et qui, à chaque fois qu'on l'a fait se générer, elle se génère sur la blockchain et on l'a possiblement à l'écran. Mais en tout cas, on va certainement avoir des solutions qui seront moins cloisonnées. Et je dirais aussi qu'il y a une chose aussi que je trouve intéressante par rapport au NFT, c'est que c'en est fini des œuvres qui coûtaient très cher. Aujourd'hui, les artistes ont un autre mode opératoire qui est de faire des séries. Donc, y compris pour des questions économiques. Mais on se rend compte que les NFT pourraient jouer un rôle non négligeable pour la question du multiple. Donc, on va dire, ça va se diversifier. Il y aura des œuvres qui seront partie réelle, partie virtuelle. Des œuvres qui vont se créer dans l'espace réel, mais du fait d'une activité dans le virtuel, et cette question de l'édition qui, je pense, est déjà très présente en NFT, et ça nous renvoie aussi tout à l'heure à l'IA. Tous les artistes que j'ai sollicités, la plupart, ont fait des séries, et des grandes séries. Et j'ai travaillé notamment avec une plateforme qui s'appelle Fellowship, qui m'a envoyé en quelques minutes plus tard 100, 200, 300 œuvres. C'est l'intérêt aussi de l'usage de l'intelligence artificielle que moi j'aime rapprocher de l'émergence du moteur dans l'appareil photo, qui faisait que finalement l'acte artistique n'était pas le fait de faire la photo, mais de la choisir, ce qu'on appelle l'editing en photographie. Bonjour, je m'appelle Dominique Moulon, je suis critique d'art, commissaire d'exposition. Bon, le métaverse, faut pas se mentir, aujourd'hui c'est un peu une grosse blague. Mais ça vient pas de nulle part, et malgré tout, c'est des rêves qui sont ancrés dans l'imaginaire, dans la science-fiction, et dans une certaine mesure aussi un petit peu plus ou moins dans le réel. On peut considérer qu'aujourd'hui, quand on parle de métaverse, on est à la troisième génération de ce qui a émergé à la fin des années 90, avec le VRML, l'équivalent du HTML, mais en 3D temps réel, où ça va tout doucement et c'est un peu des aplats de couleurs. Mais il y a déjà eu à cette époque-là une initiative qui s'appelait le Deuxième Monde, qui était montée par Canal+. On s'en souvient, moi j'avais été à Imagina pour voir le lancement. C'était prometteur, on pouvait pas faire grand-chose, on était déçus, ça s'est arrêté. C'est un peu comme l'IA, il y a des montées et des descentes, des hivers et des printemps. Aujourd'hui en IA, on est plutôt l'été, mais il y a eu des hivers, il y en a eu plusieurs. Quand on fait des promesses qui tiennent pas. Et il s'est passé exactement la même chose avec Second Life. Il y a des galeries qui se sont montées, il y a des conférences, il y a des colloques, il y a plein de choses, il y a du marché, il y a des entreprises, et puis tout à coup, pouf, ça a un petit peu disparu. Et puis, fort de Facebook, de la jonction avec les casques Oculus, on y a cru énormément. Et puis encore une fois, on est encore un petit peu déçu. Et c'est vrai que si on associe les métaverses aux casques, à mon avis, il y en a pour un certain temps, parce que quel est le pourcentage de gens qui ont des casques? C'est très faible. Moi, j'en ai un. L'autre fois, il y avait quelque chose en temps réel rediffusé. J'ai voulu prendre mon casque, il fallait que je recharge. Enfin, j'ai même pas réussi. Donc, c'est compliqué. Finalement, qui sont ceux qui ont réussi le métaverse? Ben, c'est l'industrie du jeu vidéo. Et puis finalement, appelons un chat un chat. En fait, il ne s'agit que de jeux vidéo. Alors, on peut y faire un concert, au même titre qu'on peut jouer ou faire du business ou d'autres choses. Moi, je pense que c'est une possibilité, et c'est pour ça qu'avec une représentative, quand on a fait cette expérience, je trouvais intéressant d'associer l'idée de 3D temps réel avec l'idée de blockchain, de décentralisation. Là, finalement, je parle de Web3, je cerne un petit peu ce qu'est le Web3. Moi, ça me semblait intéressant, et toute la bande qui avons travaillé sur ce projet, ça nous intéressait de le faire pour le comprendre. En fait, moi, dès que j'ai entendu parler d'IA ou d'NFT ou d'autres choses, à chaque fois, j'ai essayé de le faire, ne serait-ce que pour en parler à mes étudiants, et ça me permettait de le comprendre et peut-être de pouvoir échanger autrement et d'avoir un point de vue un petit peu sourcé. Que ce soit pour le métaverse et cette promesse pour l'instant non tenue, comme pour le Web3, c'est qu'on est souvent à la croisée de technologies. C'est-à-dire que finalement, elles existaient. Les NFT, à la fois, c'est de l'art sur Internet, ça s'appelait NetArt, ça fait 25 ans que ça existe, plus que ça, 30 ans. L'idée de certificat dans l'art conceptuel, ça fait un siècle, et l'idée de base de données, finalement, elle est décentralisée, mais tout ça existait. Et en même temps, on crée quelque chose avec des briques qui préexistaient. C'est la même chose avec cette idée de métaverse. C'est finalement un petit peu du fait de Zuckerberg avec le rêve qu'il a voulu véhiculer, mais qui n'était pas tout neuf, hein, mais peut-être un peu trop tôt. Le fait d'associer l'idée de casque
donc de véritables expériences immersives avec l'idée de jeux vidéo. C'est prometteur, mais le problème, c'est qu'on est dépendant des casques et qui aujourd'hui se sont pas démocratisés. C'est une question d'argent, parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Mais je pense que c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de simplicité d'utilisation. Quand on aura des casques qui s'utiliseront aussi facilement qu'un téléphone portable, on en reparlera. On y arrive, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, en tout cas, c'est intéressant de se rendre compte que souvent, on a des pratiques ou des émergences, des formes qui ne sont en soi absolument pas neuves, mais c'est parce qu'on est au croisement d'eux ça véhicule quelque chose de neuf. C'est bien de faire des va-et-vient entre le passé et le présent pour voir, envisager l'avenir. Quand j'écrivais un article il y a un certain temps avec une œuvre qui était sur Internet, il fallait quasiment expliquer Internet. Aujourd'hui, c'est plus de la peine. Donc c'est plus facile. Et puis aussi, il y a quelque chose qui s'est passé en 2021, qu'on l'ait apprécié ou pas, qui a changé notre vision. Cette œuvre qui s'est vendue si cher en salle des ventes, c'est jamais qu'un coup. Le monde de l'art contemporain adore ça. Le monde du Web3 et de la blockchain, etc., adore ça aussi. On adore les coups. Malgré tout, on était en mode Covid chez soi, on n'avait pas grand-chose à faire, on s'ennuyait toutes et tous un petit peu, et tout à coup, on nous a dit, il y a de l'art sur Internet, ça s'achète pour une fortune. Alors tout à coup, les gens se sont dit, tiens, il y a de l'art sur Internet, c'est de l'art numérique. Et ils ont commencé à regarder. Et c'est intéressant parce que finalement, grâce à ce coup médiatique, entre Christie's, Metakovan et l'artiste Beeple, pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Enfin, ça semblait hallucinant, quoi. De quelqu'un qu'on n'a pas vu arriver, mais qui avait déjà une pratique, en fait. Ça a incité tous les grands médias de masse à dire l'art numérique, ça existe. Les gens, d'ailleurs, ont eu l'impression que c'était tout neuf. Et c'est bien de rappeler que finalement, on peut aller en chercher les racines dans les années 60. Donc, qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Je dirais en 2 temps. C'est-à-dire le temps, sans doute le temps Internet, certainement aussi le temps Web 2, participatif, et le temps Web 3, non pas qu'on en soit utilisatrice, utilisateur ou pas, mais surtout qu'on nous dise regardez, il y a de l'art, c'est pour tout le monde. C'est pas toujours vrai d'ailleurs, et c'est pas non plus complètement faux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, si on dit art numérique, eh ben les gens voient ce que c'est. Il y a 10-15 ans, quand on disait art numérique, les gens, il fallait expliquer ce que c'était, et expliquer comme c'est déjà expliqué c'est déjà difficile à expliquer comme je le disais tout à l'heure. Donc en plus, on s'en mêlait les pinceaux. Le fait est que ça s'est appelé art électronique, art et technologie, art numérique, art digital, métavers, machin, etc. C'était très compliqué. Aujourd'hui, on dit ça, les gens ont des images. Peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais en tout cas, il y a moins de pédagogie à faire. Et je pense que avec le Covid, et finalement, le succès des NFT, il est lié au Covid aussi. Et les crypto-monnaies qui ont monté, c'est lié au Covid aussi. Il s'est passé quelque chose comme ça, au sorti du Covid, on est rentré dans le Covid, on ne savait pas ce que c'était que les arts numériques, on est sorti, on savait ce que c'était. Pourtant, c'était là. Et ça, je trouve que c'est important. Bonjour, je m'appelle Dominique Moulon, je suis critique d'art, commissaire d'exposition. Les prix dans l'art, il n'y a pas toujours eu des prix, mais je veux dire, depuis un certain temps, on connaît les prix. Je citais tout à l'heure le Marcel Duchamp. En art contemporain, c'est pas le seul. Et le Turner Prize à Londres, souvent associé à des musées, ou à des collectifs, ou à des collectionneurs, des groupes de collectionneuses et de collectionneurs, etc. Dans les arts numériques, il y a les prix qui sont associés à des festivals. Le fameux Golden Nika, sur différentes formes artistiques du Festival historique Ars Electronica. Le Lumen Prize, on ne peut pas évoquer les prix sans citer le Lumen Prize, qui a lui aussi plusieurs catégories, qui n'est pas associé à un événement, mais qui existe depuis déjà, je pense, une quinzaine d'années. Puis récemment, en effet, on l'évoquait tout à l'heure, il y a un collectionneur que je connais un petit peu depuis un petit moment, mais grâce à un artiste, bon, faut le citer, c'est Grégory Chatansky, un collectionneur qui soutient le travail de Grégory, mais pas seulement, qui a un pied en Arabie Saoudite parce qu'actuellement il se passe des choses, notamment en art. Sans doute qu'on se pose là la question de l'après-pétrole et que peut-être l'art peut jouer un rôle. On l'a vu avec le Louvre, on pourrait le voir avec le Pompidou, etc. Et Pierre Sig, et c'est intéressant de le mentionner, c'est un collectionneur d'art contemporain qui fait des foires. Il a une très belle collection d'art contemporain numérique de la catégorie post-internet. Donc plutôt des années 2000, 2010. Et il s'intéresse évidemment
aux formes d'art numérique contemporaine, notamment au Web3. Et il a eu envie de monter un prix d'art numérique. Et puis évidemment, il a pris l'idée dans l'air du temps, c'est normal, hein, donc un prix sur l'IA, avec d'ailleurs, et là c'est Grégory qui n'était pas présent dans le jury, mais qui nous a proposé d'inclure dans le jury une IA. On a, nous, jury, on était 7 ou 8, 7 ou 7, avec des échanges intéressants. Donc à chaque fois, on a fait parler l'IA, enfin, on a lancé, il y a quelqu'un qui en ligne a lancé l'IA pour lui demander ce qu'elle pensait, en temps réel, avec des points de vue intéressants. On s'est rendu compte elle s'était vraiment documentée sur le passé de l'artiste, comme font toujours les jurys, sur la qualité du dossier artistique, sur la faisabilité économique, etc. Elle avait des points de vue qui étaient parfois presque plus fins, en tout cas... je ne vais pas parler des membres du jury, mais en tout cas que le mien. C'était aussi une idée dans l'air du temps, hein, mais ça a aussi fait un petit peu parler. Et puis en effet, il a semblé évident à Piercy que, quitte à monter un prix aujourd'hui, bah, c'était bien de le faire sur ce qui était sur le devant de la scène, sociétale, l'IA, mais aussi dans l'art, sachant que tous les artistes font pas des œuvres d'IA, mais sur ce qu'est une œuvre d'art numérique, moi j'ai tendance à dire depuis l'émergence, ou en tout cas la forte utilisation des moteurs de recherche de Google, tous les artistes commencent une œuvre par une recherche Google. Quand on connaît la non-impartialité, la non-neutralité des algorithmes de Google notamment, mais comme les autres, hein, bah on sait que finalement, nos recherches sont orientées, donc toute œuvre, même une sculpture ou une peinture à l'huile ou au marbre, bah finalement, elle est empreinte de là où elle a émergé de premières recherches en ligne. Et bien aujourd'hui, l'IA, elle sert à faire des œuvres, mais elle sert aussi beaucoup à des gens, y compris à des peintres, à faire des maquettes pour après aller plus loin. L'IA sert à faire, mais l'IA sert aussi beaucoup à réfléchir. L'IA sert beaucoup aussi à faire des recherches. Bon, ça, on le sait au lycée, au collège, évidemment. Donc, je trouvais intéressant de faire partie de cette aventure, de voir des dossiers, de voir des artistes qui avaient cet attachement au numérique, cet intérêt pour l'IA, cette pratique de l'IA, mais qui finalement, pour l'essentiel, étaient des artistes d'art contemporain qui utilisaient les technologies de leur temps. L'IA qu'on a utilisée, le seul qui pourrait répondre sur de quoi elle est faite, c'est Grégory Chatansky. Il répondra pas forcément. On pourrait lui poser la question, mais je vais pas répondre à sa place. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, je pense, connaissant Grégory, je peux me tromper, mais il l'a quasiment considéré comme un acte artistique. Sur le fait qu'elle nous ait influencé ou pas, c'est difficile de répondre, mais à partir du moment où on écoute quelqu'un, quelque chose, qui s'exprime en anglais et qui nous parle du sujet que l'on va évoquer collectivement, je pense que personne ne pourrait dire qu'il ou elle n'a pas été influencé par cette IA. Après, dans quelle mesure? Le fait est qu'en général, on n'a pas dialogué avec elle. On l'a écoutée et après on a dialogué entre nous. Ça aurait été peut-être plus compliqué que de la faire, de l'envisager que véritablement comme un chatbot temps réel avec la voix, etc., etc. Peut-être qu'elle nous aurait plus influencé si on avait dialogué avec elle. On l'a simplement écoutée. Mais qui pourrait se vanter de ne pas avoir été influencé par un point de vue, celui du machine, certainement pas celui de l'artiste, puisque ça, Grégory le revendique, c'était pas sa pensée, mais c'est la pensée autonome de cette machine, ayant une culture que lui a offert Grégory sur l'art contemporain, numérique, l'histoire, et puis sur les dossiers qu'il lui a offert, de façon à ce que cette IA puisse avoir un avis. Après, on sait comment ça se passe dans les jurys. C'est au moment de la délibération finale où finalement ça s'oriente beaucoup plus. Il y a des gens pour ça qui sont plus forts que d'autres. Là, peut-être qu'elle était moins présente dans les derniers échanges.